Angélique Kidjo, Grammy Awards, et puis le Triomphe international, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. La voix est le miroir de l'âme. C'est le titre du livre qui raconte votre parcours incroyable, Angélique. Vous avez eu envie de partager finalement tout cela. Oui, j'ai eu envie de partager un peu de ma vie parce que mon père est décédé en 2008 et ça a été pour moi le déclencheur de ce livre parce que je n'acceptais pas son départ, parce que pour moi c'était trop tôt. Je pensais avoir encore une vingtaine d'années avec mon papa et la mort nous a tous pris par surprise. Et je suis revenue en parlant tout le temps de mon père et on m'a dit, mets-toi devant une caméra et parle-lui. Même s'il n'est plus là, parle-lui comme Oui. s'il était là devant toi. Et il vous a dit d'ailleurs, dans le livre, vous le dites, il vous a dit « Je ne mourrai pas, c'est que mon corps qui va partir, je serai là. Tu Oui. m'appelles et je viendrai. » Ouais, même s'il le dit, c'est toujours difficile, l'absence est là. L'absence physique est toujours là, mais c'est vrai que je le sens tout le temps avec moi, pas seulement tout moi, mes frères aussi. À des moments donnés, on est dans des endroits, on était au mariage de ma nièce, on s'est regardé à un moment donné avec mon frère, on a dit, tu penses à qui là? Papa, on a dit tous les deux ensemble parce qu'il est toujours là avec nous. Donc, j'ai parlé à mon père à travers tout cet enregistrement et c'est ça qui a commencé, qui a été la base de l'écriture de ce livre parce que notre père nous a permis d'aller à l'école tous autant que nous étions, mes frères et sœurs et moi, parce qu'il croit profondément que l'éducation est la seule richesse qu'il pouvait nous donner pour que nous puissions prendre des décisions pour nos vies plus tard et être des adultes responsables. Et c'est grâce à lui qu'on a Angélique Kidjo. Écoutez Eva avec Acha. Finalement, les chansons racontent aussi votre vie, Angélique Kidjo. Absolument. C'est Eva, c'est une chanson que j'ai écrite avec Acha, où je parle de la violence faite aux femmes et la façon dont on répond à l'appel des femmes. Est-ce que dans nos sociétés, nous avons suffisamment de structures pour les femmes battues, les femmes qui sont, pas seulement physiquement que les femmes sont violées dans leurs droits aussi, il y a les mots qui font mal, il y a la torture psychologique. Est-ce que nous avons dans nos sociétés suffisamment d'endroits où elles peuvent se reconstruire pour continuer? Et quand elles demandent de l'aide, est-ce que nous sommes là avec une main qui aide? Moi, je demande dans cette chanson que toutes les femmes du monde, on s'assemble, Oui. qu'on soit là pour les unes et les autres, parce Oui. qu'on a besoin des unes et des autres. On voit dans le clip des pochettes de disques qui nous ramènent à vos débuts, Angélique. On parlait de votre papa, toute petite. Un jour, d'ailleurs, je crois que là, c'est votre maman qui vous pousse sur le Palais des Congrès, sur la scène, au Palais des Congrès de Cotonou, Pour chanter à à Tchaoun. Et ça a commencé comme ça. J'ai trouvé ça, au départ, j'étais morte de trouille. J'étais morte de peur. J'avais l'impression que tout mon squelette était en train de faire une danse privée dans mon corps sans que je puisse la contrôler. Et en fait, à partir de cet instant-là, je suis revenue, je suis sortie de la scène en me disant on se sent bien là-haut, ça fait du bien, hein, je vais recommencer. Hein. Comme une drogue. C'est comme une drogue et je suis accro au micro. C'est ça. C'est Alors, clair. on vous surnomme Patte de moustique. Hein? Vous êtes un peu le clown de la famille. Ouais, j'ai toujours un complexe par rapport à mes jambes. Tout le monde dit que j'ai de belles jambes. Je dis non, j'ai pas de belles jambes, j'ai des pattes de moustique. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'un jour, vous écoutez un disque d'Aretha Franklin et ça déclenche tout. Ah ouais. Pour la première fois, je vois une femme noire sur un album. Et ça a été, je dis quoi? Les femmes noires peuvent être sur les albums aussi. Mais je comprends toujours pas dans quelle langue elle parle. Et quelques années plus tard, Myriam arrive. Et là, la conscience d'être une femme noire, africaine, ayant une carrière, a résonné en moi. Je me suis dit, si Myriam, elle a une carrière internationale, moi aussi, je peux un jour rêver d'en avoir un. Ouais. Voilà. Et un jour, vous allez chanter après Aretha Franklin Et avec Myriam Makeba. et avec Myriam Makeba à Et- l'Olympia. C'est des moments incroyables parce que Pata Pata et tout ça, ça a été aussi la conscience de l'apartheid. Absolument. Myriam Makeba a été la première artiste sud-africaine à demander le boycott de l'Afrique du Sud en 1963 à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est vrai que quand on chante après Aretha Franklin, il faut avoir le courage de le faire. Et surtout, après elle ait
elle a levé la salle, toute une salle à Radio City Hall. Alicia Keys et moi, on s'est regardé, on s'est dit, ben dis donc, mais là, maintenant, il va falloir assurer. Hein. Ouais. Elle nous passe le bâton, il ne faut pas le laisser tomber, on va chicoter la salle, et on l'a fait. Ouais. Vous chantez « Le jour viendra ». Et la Sonakpe, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'ai découvert l'existence de l'apartheid. Et pour moi, à 15 ans, ça a transformé ma vie, parce que je ne pensais pas que encore à ce moment-là, il y avait des Noirs qui étaient sous domination des Blancs sud-africains. Et j'ai eu peur. En fait, c'est la peur qui a déclenché ma colère, parce que j'ai eu peur en me disant, je suis noire et je suis dans le monde sans savoir que je peux être aussi victime de l'apartheid ou du racisme, alors que mon père et ma mère passaient leur temps à nous dire que l'être humain n'était pas une couleur et que c'était au-delà de la couleur qu'il fallait aller pour pouvoir rencontrer d'autres êtres humains, comprendre d'autres cultures. Et là, je me suis dit, en fin de compte, ils sont en train de me mentir. Je peux sortir d'ici et devenir victime de quelqu'un d'autre. Et ça a été la première chanson engagée que j'ai écrite, où je rêvais d'un monde, Azanakpe qui veut dire le jour viendra, où dans cette chanson, je rêvais d'un monde meilleur, d'un monde où il n'y aurait plus d'opprimés ni d'oppresseurs. Ma première mouture était très violente et mon père m'a dit non. Non, 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 non. La musique n'a rien à voir avec la violence. Je peux comprendre que tu sois en colère, que tu aies peur. Mais toi, en tant qu'artiste, c'est toi qui détiens la clé des portes fermées. C'est toi qui ouvres, qui crée des ponts pour que les cultures se rencontrent, pour que les êtres humains puissent se rencontrer pour régler les problèmes. Va réécrire ta chanson, sinon tu ne chanteras plus jamais. Et de ce jour-là, c'est resté avec moi. Donc tout ce que je peux dire à travers mes chansons, ce n'est jamais dans la violence, ce n'est jamais dans la confrontation, ce n'est jamais pour donner des leçons de morale, c'est toujours pour que les gens écoutent et que chacun prenne ses décisions et prenne ses responsabilités. Oui. Parlez encore de votre papa, mais au tout début, c'est lui-même qui fait les affiches. Ah oui. Qui va les coller, qui vous accompagne. Ah ouais. Parce que le premier disque que j'ai fait, Pretty, quand il est sorti, j'étais censée faire un concert au Togo. Et le promoteur local qui était puissant en Afrique, c'était le plus gros en Afrique de l'Ouest, était un copain à mon père. Et il s'était mis d'accord pour produire ce spectacle-là et faire la promo. Et les musiciens étaient liés aussi à lui. Et 2 semaines avant, il dit non, ta fille est trop petite, on ne la verra pas sur scène, c'est pas la peine que j'investisse sur elle. Et mon père lui dit, tu t'entends parler, c'est pas très intelligent ce que tu viens de dire parce que le talent n'a rien à voir avec la taille de quelqu'un. Et c'est ça que mon père, c'est quelqu'un qui aime prouver des choses. Il a dit, je te prouverai que la taille de ma fille n'a rien à voir avec son talent. Donc il a repris toutes les affiches, on a découpé du papier, on a changé la date, il a fait les t-shirts. On n'avait aucun, c'est incroyable. On n'avait aucun contact avec la radio ni la télé au Togo. Comme lui est parti, il a fallu refaire l'affichage, faire les quelques télés ou les quelques radios que les gens voulaient bien m'accepter, auquel les gens voulaient bien m'accepter. Et on a trouvé un groupe au Togo pour diminuer les coûts parce que ma sœur vivait au Togo, pour que je puisse rester chez ma sœur. Pendant 2 semaines, on a refait tout le répertoire pour faire ce spectacle qui a lancé ma carrière en Afrique de l'Ouest. Vous vous battez avec votre papa pour trouver une maison de disque, vous n'en trouvez pas. Et voilà qu'un jour, vous envoyez un disque à Chris Blackwell, label Island, et il répond tout de suite, il faut signer cette fille. Ah, ça a été un moment assez intéressant parce que quand je suis arrivée en France, Alain Guérini, qui était le fondateur de l'école de jazz où j'étais, avait un label qui s'appelait Open. C'est avec ce label d'ailleurs qu'il a signé Sixon quand ils ont commencé leur carrière. Et on a fait un disque. Il m'a dit, voilà, je te donne ça, tu te débrouilles. Donc, personne ne voulait me signer. Et Mamadou Konté, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'était Monsieur Africa Fête. C'est lui qui a inventé le festival Africa Fête, qui était le manager de Salif Keita, qui a envoyé le disque à Chris Blackwell. Donc, Chris envoie un fax à Londres et à Paris en disant « Il faut me la signer coûte que coûte ». Je fais un concert au New Morning, qui a fait partie de mes débuts en France. Et on fait 2 sets au New Morning. Après le premier set, Madame Fari et Christine viennent me voir me dire « Oh, il y a des gens très importants qui t'attendent dans tel... » Je dis « Moi, des gens importants ? J'en connais pas. » Et j'arrive, je vois Monsieur Veller et Jumbo de Londres. Et ils me disent, on va travailler avec toi, on va te signer. Je me suis dit, j'ai fait le tour de toutes les maisons de disques, personne ne voulait me signer. Ça sent le roussi ici. Je vais aller au fond de l'histoire. Et j'ai fini par mettre la main sur le fax que Chris a envoyé. J'ai dit, ah, c'est pour ça que vous voulez travailler avec moi. Mais non, il a fallu que votre patron vous dise que j'étais
J'étais quelqu'un de signable. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et souvent, dans ce métier, c'est ça, la chance. Oui. Il faut avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes. Et sans Mamadou Conté qui a envoyé ce disque à Chris Blackwell, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et si je n'avais pas aussi eu la chance, pendant les 10 premières années de ma carrière, d'avoir Chris Blackwell comme mon directeur artistique, je ne serais peut-être pas là non plus. C'est incroyable. Grammy Awards, je le disais, vous allez vous produire sur les plus grandes scènes, le Carnegie Hall, à guichet fermé. Vous rappelez que votre premier cachet, vous allez vous acheter un abonnement pour aller à la piscine du Sheraton à l'année, Oui. et qu'un jour, on vous dit non, dégage. Ah oui, c'était assez intéressant parce que le Sheraton, quand ça a été construit, c'était dirigé par les Anglais parce que c'était un groupe anglais. Et moi, comme je suis née asthmatique, mes parents m'ont poussé à faire du sport. Donc, la natation a été l'un des sports que j'ai choisi. Et je passais énormément de temps à la piscine. À un moment donné, mon maman m'a dit, tu es tellement noire, on ne voit plus que tu es dans... Je passais mon temps au soleil à sécher. Et souvent, il n'y avait pas de place. Donc, moi, j'arrivais suffisamment tôt pour m'asseoir au bord de la piscine pour me baigner. Et un jour, j'arrive, il y a un monsieur qui me donne un coup de pied. Moi, j'étais en train de me reposer après avoir fait quelques longueurs, quelques brasses. Et il me dit, ma femme a besoin de la place dégagée. J'ai dit, moi, je ne me dégage pas, je ne bouge pas, quoi. Je suis là, arrivé avant, vous n'avez qu'à arriver avant. Il me dit, tu sais, à qui tu parles? Je n'ai rien à faire. Moi, cette place-là est la mienne. Je suis arrivée sur cette place, je vais rester sur cette place-là, il n'y a rien qui me fera bouger d'ici. Donc, ça a commencé à faire... Ça fait tout un tintouin. Et le directeur, c'était un Anglais à ce moment-là, qui était là, qui a dit, madame, vous faites beaucoup de bruit, il va falloir partir. Je dis, non, je ne pars pas, j'ai payé pour. Alors, on fait quoi? Il faut me dire ce qu'il faut faire. Il faut me rembourser, je ne reviens plus, ou vous me laissez rester là. Et c'était du temps de la dictature communiste où les militaires étaient toujours partout. Donc, ils sont arrivés, ils ont entendu du bruit, tout le monde, blablabla, ils sont venus, et puis ils ont vu que c'était moi. Et ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe avec notre star? Et puis, du coup, tout le monde s'est rassemblé. Boum! Ça a été... Et c'est ça, moi, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Parce que les passe-droits, j'aime pas trop. Je suis l'égale de tout être humain. Donc, la tournée que ça a pris, c'était pas ce que je voulais, mais c'était ça qui a permis qu'on me laisse tranquille. Il a fallu ça pour qu'on me laisse tranquille à la piscine et que le monsieur qui me donnait le coup de pied à mon transat se rende compte que j'avais des droits aussi. Oui, c'est ça la vie finalement. Ah, mais oui. C'est Il faut les se droits. battre pour ses droits. Vous êtes battu pour venir en France. Absolument. Le douanier vous a laissé passer sans tamponner le passeport. Il avait raison parce qu'il savait pourquoi je partais. Donc, je dis toujours que j'ai pu partir parce que j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide de personnes qui ont sacrifié beaucoup. Ce douanier, je l'ai vu quelques années après, avant sa retraite, qui m'a dit « Je ne regrette pas de t'avoir laissé partir, même si je n'ai pas avancé dans ma carrière. Je suis content que tu sois parti. » Et ça, je ne l'oublie pas parce qu'on n'arrive jamais là où on est toute seule ou tout seul. Il y a toujours des gens qui vous aident. Il faut être reconnaissant et rendre ce qu'on vous a donné. Vous donnez beaucoup, Angélique Kidjo, ambassadrice pour l'UNICEF, au Darfour, au Tchad. Vous allez rencontrer les enfants. C'est parfois très dur à vivre. Oui, c'est très dur à vivre. Des fois, je reviens... si je n'avais pas la musique pour me reconstruire, je partirais en petit bout. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent et des femmes aussi qui souffrent dans ce monde. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais un peu partout. Et ces souffrances peuvent être évitées s'il y avait une volonté politique pour aider les gens à vivre une vie de dignité et meilleure. Et tant que les dirigeants de ce monde ne comprendront pas que leur rôle est de faire que chaque citoyen qu'ils ont sous leur responsabilité a droit à une justice, a droit à une vie digne, ils ne resteront pas longtemps pour voir, ils finiront par partir et ils partiront mal. Oui. Vous rencontrez évidemment Mandela, vous chantez pour l'investiture d'Obama, vous croyez à un monde meilleur demain? Toujours. S'il n'y a pas d'espoir, pour qu'on se lève le matin. Il faut avoir de l'espoir et il faut travailler pour. Avoir de l'espoir ne suffit pas. Le silence et la complaisance tuent. Tous les jours, chaque seconde, chaque moment. Quand on est témoin d'une injustice quelque part, il faut être dans le mouvement. Il faut être dans l'action, il faut parler. Parce que si on ne parle pas, ce qu'on a fait à l'autre à des milliers de kilomètres, on vous le fera chez vous. Et c'est ça que dont les gens ne se rendent pas compte. On vit dans sa vie confortable et on se dit « Oh, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas mon problème. Ça sera votre problème un jour ou l'autre. » Oui, mais quand vous dites la voix est le miroir de l'âme, vous croyez vraiment que la musique, la voix peuvent changer le monde? Ah, ça le fait. Ça le fait. Déjà. Prenons l'exemple de la libération de Nelson Mandela. Comment on en est arrivé là? Vous vous rappelez tous les concerts qu'on a faits?
Pas les musiciens et les concerts qu'on a fait à Wimbledon et partout. Ici, je me rappelle, à Trocadéro, tous les concerts qu'on a fait qui ont fait que les gouvernements des pays riches se sont rendus compte que ça devenait pas tenable que Nelson Mandela reste en prison parce qu'il voulait une justice pour tout le monde en Afrique du Sud. Et quand il est sorti de prison, il n'était pas dans la rancune, il n'était pas dans la revanche, parce qu'il a compris que les Blancs sud-africains comme les Noirs sud-africains ont un destin en commun, c'est de vivre dans ce pays. Et pour vivre dans ce pays, il faut apaiser les tensions, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Et c'est un homme qui m'a appris à comprendre l'importance et la puissance du pardon. Ça n'a pas de prix. Quand vous pardonnez, vous vivez mieux. Merci Angélique Kidjo. Vous écoutez un jour Jimi Hendrix, et puis on vous dit, c'est là où on vous parle de l'esclavage pour la première fois. On vous dit, c'est un Américain, mais c'est un enfant d'esclave. Je dis, c'est quoi? C'est quoi un Africain-Américain? C'est quoi un descendant d'esclave? Parce que jusque-là, à 9 ans, je n'avais jamais entendu parler de l'esclavage. Et l'un de mes regrets, c'est qu'en Afrique, dans le cursus scolaire, dans le livre scolaire, on n'apprend rien sur l'esclavage. C'est laisser la porte ouverte pour que l'esclavage continue encore. Si les enfants ne savent pas cette histoire, comme moi je l'ai appris, ça a été très douloureux pour moi. C'est pour ça que j'ai utilisé ma musique. J'utilise toujours ma musique pour créer des ponts. Parce que cette diaspora qui est partie a nourri toutes les musiques du monde. Toutes les musiques. Il n'y a pas une seule musique où il n'y a pas l'Afrique, parce que nous sommes tous africains. Notre ADN est profondément africain, qu'on le veuille ou pas. C'est ainsi, c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. On peut bien essayer de la cacher, mais c'est une réalité. Donc, à partir de cet instant-là, si on n'apprend pas cette histoire de l'esclavage, comment est-ce qu'on peut se défendre? Pourquoi est-ce qu'on lutte pour que ça n'existe plus jamais dans aucune société et pas, surtout plus, dans la famille humaine que nous sommes? Parce que l'esclavage, c'est la vie. Moi, je sais pas, je ne trouve même pas de mots pour pouvoir le qualifier. On ne peut pas humilier l'autre et penser qu'on n'est pas humilié soi-même. On ne peut pas déshumaniser l'autre sans se déshumaniser. Le mal qu'on fait, on se le fait à soi parce que le mal est en vous et c'est par ça qu'on arrive à faire du mal à l'autre. Oui, il y a toujours un moment très important dans vos concerts, Angélique Kidjo. C'est quand vous faites monter le public sur scène à la fin. Ah, j'adore. Et vous voulez danser avec eux. Ah, j'adore. Ça vous représente bien. Ah, j'adore ça. J'adore le partage. Parce que quand j'ai commencé à monter sur scène, il y avait une phrase que ma mère disait. Et cette phrase, il m'a fallu des années pour comprendre cette phrase. Elle disait toujours, quand vous arrivez sur scène, avant de monter sur scène, vous allez mettre votre ego, le surplus d'ego dans la poubelle. Et quand vous montez sur la scène, vous devez être nu spirituellement. Et c'est vrai. En étant nu spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? On donne tout ce qu'on a, il n'y a plus d'ombre, et le public rentre dans cette lumière et vous donne aussi plein d'amour. Et l'amour que je reçois tous les jours fait que je peux faire des kilomètres, même si je suis décalée, j'ai le décalage horaire qui me fatigue. Rien qu'à l'idée de monter sur scène, j'ai déjà plein d'énergie. Rien que d'y penser, je suis déjà heureuse. Donc pour moi, c'est ça l'art. Il faut donner, il faut être dans la générosité. Quand on monte sur scène, ce n'est pas par rapport à votre nombril que vous êtes là. Votre tenue, c'est bien s'habiller, mais c'est secondaire. Quand on est là, il faut être dans la vérité du moment. Il faut être là, donner. Si on ne peut pas donner, il faut chanter dans sa salle de bain et se taire. Merci beaucoup, Angélique Kidjo. La voix est le miroir de l'âme, les mémoires d'une diva engagée, publiées chez Fayard. Merci beaucoup, Angélique. Merci beaucoup aussi. À toi de m'avoir invité.